Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'actualité européenne et internationale de ce mercredi 10 avril. Voici les titres de ce journal. Les dirigeants européens réunis à Bruxelles pour un sommet extraordinaire consacré au Brexit. Au centre des débats, la question d'un nouveau report du divorce, officiellement fixé à vendredi. Benyamin Netanyahou en route pour un 5e mandat de Premier ministre en Israël. Son parti, le Likoud, est arrivé légèrement en tête face à la formation de son rival Benny Gantz. Quelles conclusions tirer de ces résultats? Décryptage dans ce journal. Réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour évoquer la crise en Libye alors que les affrontements s'intensifient à Tripoli entre les troupes du maréchal Haftar et les forces gouvernementales. Et puis les amoureux de l'espace en restent bouche bée. Des scientifiques ont dévoilé la toute première image d'un trou noir situé à 50 millions d'années-lumière de la Terre, une photo qui entre dans l'histoire de l'astronomie. Bienvenue, les dirigeants européens sont donc à nouveau réunis à Bruxelles pour évoquer la question d'un nouveau report du Brexit. Le divorce avait déjà été repoussé une première fois du 29 mars au 12 avril. Le 12 avril, c'est vendredi et aucun accord de divorce n'a été approuvé par le Parlement britannique. Theresa May espère donc obtenir un nouveau report. Elle a demandé la date du 30 juin. De son côté, le président du Conseil européen plaide, lui, pour un report d'1 an maximum. C'est l'option qui semble être privilégiée à Bruxelles, même si Emmanuel Macron émet des réserves. Aucune extension longue n'est acquise, a déclaré en préambule de ce sommet le président français. Vous pourrez suivre ce soir en direct sur Euronews les développements et les déclarations de ce sommet européen consacré au Brexit. L'option d'un long report du Brexit viserait notamment à éviter de court-circuiter les élections européennes et le renouvellement des institutions de l'Union. Les Britanniques vont-ils participer à l'élection d'une Europe qu'ils veulent quitter? C'est tout le paradoxe. Louise Brosselot. Alors que la Grande-Bretagne était censée quitter l'Union européenne ce vendredi, Theresa May envisage de réclamer un second délai au Brexit, officiellement jusqu'au 30 juin. Mais une idée, évoquée par le président du Conseil européen Donald Tusk, semble faire son chemin, celle d'un report plus long et flexible qui doit être discuté lors du Conseil extraordinaire de ce mercredi. Alors si la Grande-Bretagne reste plus longtemps, elle va d'abord devoir confirmer sa participation aux élections européennes du 23 mai et ses différents partis politiques se partager les 73 sièges britanniques sur les 751 d'un Parlement européen auquel il ne devrait bientôt plus siéger. Aux dernières élections de 2014, la proportionnelle avait favorisé les petits partis, et notamment à l'époque le parti eurosceptique UKIP de Nigel Farage, arrivé en tête du scrutin. Il avait récolté 24 sièges contre seulement 20 et 19 pour les partis historiques comme le Labour et les conservateurs. Nigel Farage, qui a depuis créé The Brexit Party, compte bien faire revivre le même cauchemar aux dirigeants européens. Voulez-vous vraiment que le Royaume-Uni participe aux élections européennes? Que l'on envoie à nouveau nos députés eurosceptiques en masse à Bruxelles, alors que vous dites combattre le populisme? Voulez-vous vraiment que je revienne dans cet hémicycle? Eh bien, voilà où nous en sommes. Et le contexte devrait lui donner raison. Une élection partielle au Pays de Galles à valeur de test pour les deux principaux partis a montré l'ascension des partis pro et anti-Brexit. Des frondeurs travaillistes et conservateurs ont également créé un groupe indépendant qui devrait présenter ses propres candidats aux élections européennes. Du côté de l'UE, la nouvelle composition du Parlement qui avait été décidée en vue du Brexit devra être mise en suspens. Sur les 73 sièges qui devaient être laissés vacants par le départ britannique, 27 devaient être redistribués à certains pays et 46 autres gardés en réserve. En cas de report long, le Parlement garderait sa composition actuelle en stand-by en attendant le Brexit. En Israël, à présent, Benyamin Netanyahou se dirige vers un 5e mandat de Premier ministre. Son parti conservateur, le Likoud, est arrivé en tête des législatives au coude à coude avec le parti bleu-blanc de l'ex-chef d'état-major de l'armée Benny Gantz. Mais Benyamin Netanyahou semble être le seul capable de former une coalition. Marc Bouchage. Le Premier ministre israélien sortant Benyamin Netanyahou est donné vainqueur des élections législatives.
même si les projections établies créditent son parti, le Likoud, d'autant de sièges que la liste bleu-blanc de son concurrent de centre-droit Benny Gantz. Mais selon les médias, Benjamin Netanyahou pourrait faire la différence en étant mieux placé pour former le prochain gouvernement. Il pourrait parvenir à réunir une majorité de droite de 65 députés à la Knesset sur les 120 mandats renouvelés. Face au premier résultat tombé mardi soir, Benny Gantz a revendiqué lui aussi la victoire. Malgré nos désaccords, nous avons surmonté les pièges et la colère qui se sont accumulés. Il faut maintenant que nous respections le choix des électeurs. Et comme Netanyahou l'a dit, le plus grand parti devrait obtenir du président le mandat pour former le gouvernement. Ce sera donc au président Rivlin de choisir entre Benny Gantz ou Benjamin Netanyahou pour former le prochain gouvernement. Je suis très ému que le peuple d'Israël m'ait renouvelé sa confiance pour la 5e fois. Une confiance plus importante encore. Je compte rapidement finir le travail pour former un gouvernement national stable. Si Bibi est effectivement chargé de former le prochain gouvernement, il décrocherait alors le record de longévité comme Premier ministre. Un record détenu jusque-là par David Ben-Gourion, fondateur de l'État hébreu. Quoi qu'il en soit, l'avenir pourrait très vite s'assombrir pour Netanyahou. En février dernier, le procureur général a annoncé son intention de l'inculper pour corruption, fraude et abus de confiance dans plusieurs affaires. Pour parler des résultats des élections législatives en Israël, nous retrouvons Alain Dikoff, politologue et directeur de recherche au CNRS. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en étant élu pour un 5e mandat, Benjamin Netanyahou battrait le record de longévité à la tête de l'État israélien. Avec du recul, comment expliquer aujourd'hui cette longévité ? Alors, la première explication, c'est en effet son talent politique indéniable et la capacité qu'il a eue à faire vivre des coalitions avec des acteurs parfois relativement hétéroclites et de les avoir en fait conduits depuis 10 ans maintenant au gouvernement. La seconde raison, c'est très clairement qu'il est à l'évidence en phase avec une partie de l'opinion publique israélienne et en particulier avec les secteurs qui aujourd'hui sont sociologiquement, je dirais, dominants en Israël et qui sont partisans finalement d'une vision relativement nationaliste et quelque part Netanyahou est vraiment celui qui a saisi cela au plus près et a été en mesure de capitaliser politiquement sur cela, et je crois que c'est vraiment la conjonction de ces deux éléments qui explique son succès et sa longévité politique. Netanyahou a promis, s'il était élu, d'annexer des colonies israéliennes en Cisjordanie. C'était une proposition choc, quelque part. Alors c'est une proposition choc de sa part parce que c'est en effet la première fois qu'il a annoncé publiquement une décision de ce type-là, qui évidemment romprait une sorte de statu quo juridique en tous les cas. Mais certains de ses partenaires à droite, ça fait déjà quelques années qu'ils sont favorables à cela et qu'il l'avait dit très clairement dans la campagne électorale. Donc il a à l'évidence fait cette annonce-là dans la campagne pour rassembler au maximum autour de lui et pour éviter une déperdition de voix vers des partis qui étaient plus à droite que le sien, parce qu'il voulait évidemment que Likoud ait le maximum de sièges possibles, et je crois que de ce point de vue-là, il a plutôt gagné son pari. Alors, il y a une ombre au tableau pour Benjamin Netanyahou. On sait qu'il est soupçonné dans plusieurs affaires de corruption. Est-ce que ces affaires peuvent entraîner sa chute ? Alors, ce qu'il faut déjà commencer par dire, c'est que ces affaires n'ont eu aucun impact sur la campagne électorale. Ça ne lui a pas nui. C'est-à-dire ceux qui voulaient voter pour lui n'ont pas été effrayés par la possibilité d'une inculpation. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que il y a encore un temps relativement long avant qu'il soit éventuellement inculpé, parce que maintenant l'instruction va se poursuivre, on va savoir exactement quels sont les chefs d'inculpation, et ensuite, soit le dossier n'aboutit sur rien. Dans ce cas-là, Netanyahou aura beau jeu de dire vous voyez, je vous l'avais bien dit, les juges sont contre moi, la presse est contre moi, mais finalement je suis blanc juridiquement. Ou alors il est inculpé. Dans ce cas-là, évidemment, ça rendra sa situation politiquement plus compliquée, même si certains de ses partenaires plutôt ont déjà dit qu'ils ne le lâcheraient pas.
Merci beaucoup Alain Dikoff. Je rappelle que vous êtes politologue et que vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Israël, notamment le conflit israélo-palestinien aux éditions Armand Collin. Merci beaucoup. Dans l'actualité également, cette réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU pour évoquer la crise libyenne alors que les affrontements se poursuivent autour de la capitale Tripoli. Les troupes du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, mènent une offensive face aux forces du gouvernement d'union nationale. En Libye, les combats se poursuivent dans les communes qui bordent Tripoli au sud. Des combats qui opposent les partisans du maréchal Haftar et les troupes fidèles au gouvernement d'union nationale. Forts de leur domination dans l'est et le sud du pays, les hommes du maréchal Haftar tentent de s'emparer de la capitale, mais les combattants loyalistes résistent. De part et d'autre, on assure prendre l'ascendant sur l'adversaire, mais sans que cela ne se vérifie sur le terrain. Difficile aussi d'obtenir de bilan précis des pertes dans chaque camp. Les agences des Nations Unies s'inquiètent de l'impact de ces violences sur les populations civiles. Plus de 3000 personnes ont déjà été déplacées en raison des combats d'après l'ONU. À l'heure où je vous parle, on entend des tirs d'artillerie et des explosions. On essaie de quitter les lieux au plus vite. En raison de ces combats, l'ONU a décidé de reporter une conférence interlibyenne censée se tenir dans les prochains jours. Cette conférence devait permettre d'établir une feuille de route pour sortir le pays du chaos. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce mercredi en urgence pour évoquer la situation en Libye. « 12 ans de combat judiciaire et un troisième procès. L'agriculteur français Paul François espère que la justice lui donnera une nouvelle fois raison face au géant des pesticides Monsanto. Il avait été victime d'une intoxication aiguë liée, selon lui, à l'utilisation d'un herbicide commercialisé par la firme américaine. Marc Bouchage. La justice française donnera-t-elle raison une nouvelle fois à Paul François contre Monsanto? La décision de la Cour d'appel de Lyon sera rendue ce jeudi en France, une décision très attendue. Depuis 12 ans, l'agriculteur tente de faire reconnaître la responsabilité de la firme américaine dans son intoxication au lasso, un herbicide produit par Monsanto. Paul François a déjà obtenu gain de cause à 2 reprises, en première instance et en appel. Mais la firme de Saint-Louis aux États-Unis a fait appel à chaque fois et elle recommencera si la justice donne raison à Paul François jeudi. C'est ce qu'a confirmé mercredi à Euronews l'avocat de Monsanto. En France, le céréalier peut compter sur le soutien d'une partie de la population, mais aussi sur celui d'anciens ministres français de l'Environnement comme Nicolas Hulot ou Delphine Batho. Cette dernière était venue le soutenir personnellement au palais de justice de Lyon en février dernier. Paul François contre Monsanto, la décision de justice est attendue ce jeudi en début d'après-midi. L'actualité en bref à présent, le Dalai Lama a été hospitalisé à New Delhi pour des douleurs à la poitrine. Le chef spirituel tibétain âgé de 83 ans va beaucoup mieux selon les médecins. Il devrait sortir d'ici quelques jours. L'actualité, ce sont aussi ces pluies torrentielles au Brésil qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans la région de Rio de Janeiro. Il y a plusieurs morts et des axes routiers sont coupés. Enfin, un mot de ce rapport d'Amnesty International sur la peine de mort. Le nombre d'exécutions a atteint son plus bas niveau en 10 ans, près de 700 au total à travers le monde. L'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Irak et le Vietnam sont les pays qui ont le plus recours à la peine capitale. Rappelons aussi que la Chine ne communique pas ses statistiques. Pour terminer ce journal, direction l'espace. Pour la première fois, des scientifiques ont dévoilé l'image d'un trou noir, un cliché historique pour les astronomes et les amoureux de l'espace. Les explications d'Annelise Fantino. C'est sans nul doute un grand pas pour l'histoire de l'astronomie. La photo d'un trou noir a été dévoilée pour la première fois sous les yeux du monde entier ce mercredi. Un halo entoure une masse sombre qui s'est laissé capturer au centre de la galaxie M87 à près de 50 millions d'années-lumière de la Terre. Souvent modélisée, leur image n'avait pourtant jamais été saisie jusque-là. Une avancée porteuse d'espoir pour les scientifiques.
Alors le trou noir est quelque chose de très mystérieux, donc on a pour l'instant la masse du trou noir parce qu'on a les étoiles qui tournent autour, mais on ne sait pas du tout s'il tourne. Le trou noir lui-même, il tourne, et finalement l'image du trou noir va nous renseigner sur la physique du trou noir. Est-ce qu'il tourne? Quelle masse il a? On le connaît, mais la forme. Et puis en plus, on ne sait pas s'il est orienté, si le disque d'accrétion autour est orienté de face, de profil, s'il y a un jet par exemple, parce que le trou noir peut aussi envoyer des particules. Donc tout ça, on va l'apprendre. Les trous noirs, importants par leur masse, mais qui absorbent la lumière comme la matière, se font invisibles et insaisissables. La captation de cette photo unique résulte d'une collaboration internationale qui regroupe une dizaine de radiotélescopes et d'observatoires aux 4 coins du globe et qui ont mené des observations simultanées pour renforcer leur capacité technique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à bientôt.